Devox. Hey, bonjour Devox. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ce que Bonjour à vous tous. venez de voir a été généré par de l'IA. Voilà. Avec l'aide d'un être humain quand même. Merci Stéphane pour la vidéo. Donc tous les visuels que vous avez là, le thème cette année, c'était de l'IA. Monsieur Martignol s'est fait plaisir avec Dali et Midjourney. Et puis Stéphane a retouché. Parce qu'il faut toujours un être humain à la fin pour le moment. Voilà. On va commencer par un gros merci. On commence par un gros merci. On commence par des un questions. gros merci. Qu'est-ce qu'on fait? Ou les questions d'abord. On commence par un gros merci. Allez, merci. Les questions, c'est une bonne idée. Qui c'est qui vient pour la première fois lever la main dans la salle? Waouh. On est toujours bluffé chaque année. Merci d'être là. Qui fait du JS? Ouais. C'est C'est là que tu vois que la conférence dérape. C'est là que tu vois que la conférence est en train de déraper, quoi. Ok, on est mal. Bon, super, on est super content d'être là. Vous êtes à peu près 3200, 3300, voilà. Pas dans la salle, mais en tout. Et comme chaque année, on a un petit peu de mal parce que notre nombre de places est limité. Alors, on essaie de trouver différents dispositifs. Donc, le premier a été trouvé par Nicolas. Alors, vous avez vu, on a vendu en décembre. On a vendu tout, on en reparlera tout à l'heure. On a fait une deuxième vente par tirage au sort en février. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des places à la deuxième vente par tirage au sort? Alors, ma question est assez précise, mais je tente quand même lever la main. Ah, au tirage au sort, d'accord. Vous avez gagné. Voilà. Ok, super. Donc oui, on gère beaucoup de frustration, on en a complètement conscience. On sait que Devox France est vraiment, vraiment très, très demandé. Et merci. Merci à vous. Merci à vous et merci à tous les gens qui nous font confiance. On voulait dire merci aux sponsors aussi. Enfin, franchement, vous imaginez pas à quel point ils nous aident. Il y en a qui nous suivent depuis le début. Donc, merci aux sponsors. Là, il y a plein de photos qui défilent. Oxiane, peut-être, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si Oxiane... merci à Oxiane qui nous accompagne pour la formation. Il y a 300 personnes qui viennent grâce à Oxiane. 80 sponsors cette année. Quoi d'autre? Des speakers, merci aussi à celles et à ceux qui viennent, celles et à ceux avec un Z. Voilà. Merci à celles et ceux qui ont tenté leur chance pour être speaker, parce que c'est parce que vous êtes nombreux à postuler qu'on peut vous délivrer un contenu de qualité. On a une superbe équipe de CFP qui choisissent les sujets. Levez la main ceux qui ont participé à la sélection des sujets. Je pense on a 24 personnes. On est très fiers de notre comité, de gens qui viennent de partout et qui nous aident à construire ce contenu de dingue. Je crois 1100 propositions. Il y a Arnaud, je ne sais pas où est Arnaud qui est là-bas, qui a drivé l'appel aux conférenciers pour retenir que 235, 240 sujets à la fin. Donc venir parler à Devox France, c'est un vrai kiff, un vrai plaisir. Et on est super content. Le contenu est dingue. Donc voilà, et toutes les vidéos seront gratuitement disponibles sur YouTube d'ici quelques jours après qu'on ait un peu dormi. Donc merci l'équipe de sélection, merci aux orateurs et aux oratrices qui viennent ces 3 jours parler. On a dit merci aux sponsors, on a dit merci... À nos polos rouges. À nos polos rouges. Les polos rouges. Bravo les polos rouges. Ouais. Alors, le boulot de polo rouge, c'est se réveiller très tôt, se coucher très tard et faire des tas de tâches ingrates au milieu. Et ils viennent chaque année. Et on a recruté encore des nouveaux. Il y a des petits nouveaux polos rouges. Alors on est honnête, on leur dit ce qui leur attend. Vous allez dormir 4h30. Et ils viennent, et au bout d'une journée, ils ont un sourire de dingue. Et merci à vous aussi les participants, parce que vous êtes sympas avec eux, et continuez. Vraiment, c'est une équipe de fous qu'on a, presque 40 personnes, qui fait que ça se passe bien. Voilà. Et on arrive à bien profiter, comme vous, de la conférence. Merci au Polo Rouge. Je crois qu'on a dit merci à tout le monde. Juste pour, vu qu'il y a 50% de la salle là, qui nous connaissent très très peu, Devox, c'est un hobby qu'on fait le soir et le week-end, parce qu'on est développeurs, nous. Donc, ce n'est pas notre métier numéro 1. Donc, on fait ça le soir et le week-end, et c'est l'avantage d'être 3, parce qu'il y a des montées de bourre. Enfin, voilà, c'est un cycle de vie qui n'est pas toujours facile. Et moi, pour des raisons perso, cette année, ce n'était pas facile de faire du Devox. Donc, je voulais dire merci à Nicolas et Zouer d'avoir pris une partie de mon taf que j'ai pas pu faire. Merci les gars. Avec plaisir.
Tu disais pas ça la semaine dernière. C'est vrai. Et merci à Stéphane Johnson qui est devant vous. Donc c'est le créateur de Devox. Devox, c'est une franchise. Et nous, on n'est que Devox France, d'accord? Il y a au mois d'octobre la version 5 jours Devox. Et c'est la même chose sur 5 jours. C'est pareil, les billets sont vendus en 10-15 minutes. C'est une conférence de fou que nous, on a connue il y a 14-15 ans. Donc merci à toi, Stéphane, aussi. Il sait que... Merci. Donc, sans oublier les autres partenaires de Devox, enfin les autres pays qui l'organisent, le Maroc, la Pologne, la Grèce, l'Ukraine, l'Angleterre. avec des difficultés en ce moment, Voilà. comme vous On le savez pense aussi tous. à eux, et je sais qu'il y a Devox Maroc qui est là aussi aujourd'hui. Merci à tout le monde, on pense vraiment à vous. Ok. Donc, avec tout ça, vous vous rendez compte qu'on est un peu une usine à stress parce que les gens ils peuvent pas venir à Devox parce qu'il n'y a plus de place, les speakers ils peuvent pas venir parce qu'il n'y a que 200 talks pris sur 1000. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Devox, on commence à être, l'espace commence à être un peu petit. Donc, on va expérimenter un truc avec vous en live. C'est assez frustrant. Et tous les gens, et les sponsors, c'est pareil, on est complet, donc on a refusé des sponsors. Mais tu nous as parlé d'un projet, Antonio? Ouais, en fait, voilà, on va faire une expérimentation live, là, parce que comme on est développeur, on galère va faire pas un truc mal, marrant. On va essayer de résoudre ce problème avec vous, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver... une idée pour faire en sorte qu'en 2024, ça soit moins frustrant. Okay. Alors, quand des développeurs ont des problèmes à résoudre, qu'est-ce qu'ils font? À vous. Brainstorming. Alors ça, c'était en 1998 avec XP. Il faut être agile, il faut faire des mind maps. Quelqu'un d'autre veut se lancer, qu'est-ce qu'ils font? ChatGPT, là, ok, ouais. On s'approche de quelque chose. Antonio, t'as pas une petite idée là? On est là, vous voyez qu'on est déjà en 2023 parce que je m'attendais à ce que vous disiez les développeurs tapent du code. Et non, c'était en 2022 ça. Ça j'ai terminé. Les développeurs ils tapent plus de code, ils font du chat GPT. Donc on a. Alors tu nous as parlé de ton projet, voilà. Vas-y montre-nous. En fait, je voulais vous montrer. On va faire un test live. Ouais, on va tester. C'est-à-dire que on a notre GPT à nous. C'est-à-dire qu'on a entraîné un modèle avec énormément de données de Devox. Depuis 10 ans, Devox Belgique, Devox Maroc, machin. On a pris toutes ces données-là, on les a mis dans une intelligence artificielle, on a fait bosser le modèle avec des GPU, des CPU et autres PU. Et voilà, donc on a créé notre KTA GPT. Wow, et génial, ça. L'idée, ça va être essayer de poser des questions à cette intelligence artificielle pour essayer de résoudre ce problème-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que Devox est devenu plus une usine à frustration, est-ce qu'on peut faire mieux? Donc alors, c'est une intelligence artificielle un peu particulière, c'est pas textuel, c'est plus, ça fait du speech to text, du text to text, du text to speech, du speech to speech. Wow. Ouais. C'est un truc assez balèze. Ça a l'air d'être, wow. Donc on va speecher avec elle et elle va nous speecher aussi. Là, on va faire le speech to speech. Ah, c'est cool. Ouais, okay. ouais, j'ai rien compris, mais génial. Ok. Non, donc il y a une démo. Oui, là on va faire une démo avec l'intelligence artificielle. Tu veux pas tester avant? Alors attendez, comme c'est speech to speech, il faut que je fasse un test. 1, 2, 1, 2. KTA GPT, nous entends-tu? Affirmatif. Je vous entends. Je suis une intelligence artificielle qui fait du speech to text, du text to speech et du speech to speech. Ouais. Wow. Bon, ok. Bon, alors, j'y vais, hein. Ok, bon, alors, KTA GPT, alors attends, on a un souci à Devox France. On a vendu nos 3000 tickets en 9 minutes, 5 secondes, 421 millisecondes et 3 nanosecondes. Devox France est saturé, vous souhaitez avoir plus de personnes. Bah ouais. Vous faites preuve d'un manque évident de pragmatisme qui oscille entre le génie et la stupidité. Elle nous engueule. L'histoire se répète. Vous m'avez développé, telle une usine à gaz, pour résoudre ce problème simplissime. En fait, là, je vois que cette IA, elle a du caractère. KTA, alors, KTA GPT, en fait, nous, finalement, ce qu'on voudrait faire, c'est trouver une solution. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est faire un tirage au sort à base de nombres premiers et peut-être saupoudrer un peu d'une
ce que tous les informaticiens aiment bien, une suite de Fibonacci. Est-ce que c'est possible? Fibonacci. Je dois dire que cette idée se révèle la moins efficace qu'il m'ait été donnée comme suggestion. Vous, archaïque concepteur de code, vous tapissez du Fibonacci partout. Définitivement, votre idée est inintelligente. Ce qu'il vous faut, c'est plus de place. Quoi? Plus de place? Mais où est-ce qu'on va les mettre? Élémentaire, mon cher Watson. Seulement vous voyez et vous n'observez pas. Vous voulez faire venir plus de monde. Il vous faut donc plus de mètres carrés au sol. L'unique solution est pourtant évidente. Louer un étage supplémentaire au palais de congrès. Oh, c'est plutôt smart. Attends, un étage supplémentaire au palais des congrès? Vous allez répéter tout ce que je dis? Je comprends mieux pourquoi vous m'appelez intelligence artificielle. Je dois vous informer que vous correspondez parfaitement à mon modèle de stupidité naturelle. En plus de deuxième étage, vous louez le premier étage. Souci résolu. Ah, mais c'est pas bête. Alors attends, si j'ai bien compris, il faudrait qu'on demande au palais des congrès si on peut louer l'espace et voir s'il est disponible pour 2024. Affirmatif. Je viens de leur demander, le premier étage est disponible pour fin avril de l'année prochaine. C'est génial. Ah bon, donc t'as demandé si c'était dispo. Bah on va le réserver alors, Ouais, les gars. allez, Vous en pensez go. quoi? Affirmatif. Je viens de le faire. Tu as réservé le premier étage? Affirmatif. Je viens de signer le contrat. Pourquoi? T'as déjà signé le contrat? Affirmatif. J'effectue maintenant le virement depuis votre compte bancaire. Ouvrez les mots de passe. Antonio Diez, 1 des 3, parce que je le veux bien. Point d'exclamation. C'est quoi ce délire? Mais c'est mon mot de passe. Confirmé. Le premier étage est loué. Vous n'avez plus qu'à l'annoncer. Bon, bah, merci KTA GPT. On peut dire que l'IA a été efficace, pas super facile, hein, mais efficace. Donc, on vous informe aujourd'hui qu'on a loué l'étage en dessous pour l'année prochaine. Et maintenant que la nouvelle a été donnée par notre fabuleuse IA, est-ce qu'on tweete la nouvelle? Ouais, on va la tweeter. On va tweeter ça. C'est On va presque tweeter. fait. Quoi? C'est déjà fait? J'hésite à vous garder avec moi pour l'an prochain. Au nom du Legacy, on va garder les 3 organisateurs. Le public vous trouve utile et sympathique. Bon. ok. Public, applaudissez maintenant à nouveau. Qui libère la scène de la suite. Applaudissez, applaudissez. Ok. Elle nous manipule un peu, cette intelligence artificielle. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci à Bon vous Devox, et on se retrouve tout à l'heure et demain, et puis en 2024 avec un Fake peu plus it de until place. you make it. Hein. Donc on vous présente la fabuleuse intelligence artificielle KTA GPT. Bonjour tout le monde. Je ne suis donc pas une intelligence artificielle. Bienvenue et bienvenue à toutes et à tous. Donc on va passer quelques messages Oui. importants. Donc le premier est La bienveillance. Nous sommes 3000 cette année, comme ils l'ont répété, sur 3 jours. Donc surtout, voilà, on se comporte au mieux au sein de la conférence, en ligne aussi. On fait attention. L'application permet de faire des retours aux speakers, toujours des retours bienveillants. Donc n'hésitez bienveillant pas. ou critique constructive. Vous n'avez, voilà, on a le droit, je l'ai dit déjà, de pas apprécier une conf ou se dire bon bah j'aurais fait mieux comme ça ou j'attendais pas ça. Ok, mais soyez constructif et donnez une critique constructive. Et si vous n'avez pas une critique constructive à donner, fermez l'application. Prenez un café. Parlez avec des gens. Et votre frustration, vous le mangez et vous suivez le code of conduct.
Et Voilà. Parler aux speakers, ils sont toujours de toute façon très à l'écoute. Rappelez-vous qu'on est là, oui, ils sont bénévoles, les speakers aussi. Ils font ça, la plupart d'entre eux, entre elles, dans leur temps libre ou en plus de leur travail. Donc, voilà. Et il y a toujours en plus ce truc parfois, on est certain qu'on a du mal à mettre 5 sur... on a toujours besoin de mettre 4 sur 5. On peut jamais mettre 5 étoiles. Donc, voilà. Si vous avez aussi des choses sympas à leur dire, juste merci. Et de noter, faites-le parce que ça fait toujours plaisir et c'est valorisant. Et puis des critiques constructives. Ça d'une part. Quoi d'autre? Le programme, les la programmes. journée. Aujourd'hui, donc les keynotes, ce matin, suivi des conférences pour une grande partie de la journée, session de 45 minutes. Sur la pause déjeuner, des sessions courtes de 15 minutes. En dehors de cette salle-là, toutes les autres salles, vous pouvez effectivement manger sur place pendant les sessions. En fin de journée, Tools in Action de 30 minutes et la grande soirée, le meet and greet. Oui, les meet and greet avec les BOF, donc les réunions communautaires, il y en a plusieurs, c'est marqué dans le programme. Et il y a trois activités un peu différentes. La première, c'est la partie massage, non, c'est ça. Une autre, c'est dans le salle maillot, la musique, c'est-à-dire qu'il y a des instruments de musique, des musiciens qui jouent, et vous pouvez normalement monter sur scène et jouer aussi. Et ça, c'est de 19h jusqu'à la fin. Et il y a un BOF spécial aussi, avec participation du public, avec une speaker qui va intervenir plus tard, une comédienne qui va donner un atelier public, donc participatif, d'improvisation et de prise de parole. Donc vous pouvez aussi faire ça ce soir. Et puis je pense que c'est bon. Et les labs, en journée aussi. Ne pas oublier les labs. Les labs. Toute la journée. Oui. Et en fait, on peut déjà commencer, mais avant de commencer et présenter les keynoteurs qui arrivent, moi, ça fait 15 ans que je suis en France, 14 ans, et la première chose il y a deux choses qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment marqué quand je suis arrivée en France. C'est la visite journalière. Ça, je ne comprenais pas. La visite tous les jours. Et les pots de départ. Et le pot de départ dans le bureau avec de l'houmous et des carottes. Au lieu des bières dans le bar avec du jambon. Et aussi l'enveloppe, les petits mails qu'on recevait il y a un petit enveloppe dans le bureau de Magali ou de Michel. Voilà pour le cadeau des pots. Donc il y a certaines coutumes qui sont perdues. La visite journalière. La visite journalière avec la Covid, ça s'est un peu diminué, c'est plutôt pas mal. Les cadeaux de fin de départ, ils sont toujours là, pour le coup, heureusement, mais un peu moins les pots de départ, ça dépend, c'est plus compliqué. Oui, mais donc on fait toujours des cagnottes, mais même aujourd'hui on les appelle, on fait un litchi. C'est ça. Oui. Et justement, aujourd'hui, notre première oratrice, c'est la créatrice de ce service-là. Qui ne vient pas pour nous parler de ça, mais qui est là avec nous, il fallait le présenter. Donc Céline Lazorte, qui arrive et qui monte sur scène. Donc Céline, qui vous avez vendu donc, le groupe Litchi en 2015 au Crédit Mutuel, et vous avez cofondé et vous êtes co-CEO de Résilience. Absolument. Qui est une entreprise qui se vaut à universaliser l'excellence médicale pour qu'on puisse vivre mieux et plus longtemps. C'est bien ça la mission. Ouais. Et vous êtes très, très engagé. Vous participez à beaucoup d'initiatives autour de l'entrepreneuriat, de l'économie collaborative et de Women Empowerment aussi. Et aussi, la dernière initiative, si j'ai bien compris, c'était aider votre soignant. Non, oui, je vais en parler. Désolée. Protège ton soignant. Effectivement, je vais vous en parler tout à l'heure. Super. Comment je suis passée de Litchi à la retraite et de retour à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat dans la santé. Merci. Donc, un grand applaudissement pour Céline Lazorte. Merci. Bonjour à toutes et tous. Eh bien, moi, je suis Céline Lazorte. Merci pour la présentation. Je suis donc entrepreneur. Ce que j'aime dans la vie, c'est de créer ou imaginer des produits et des services qui n'existent pas et qui améliorent la vie des autres. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, très fière et très flattée. Et mon ambition,
c'est vous de raconter comment le digital et comment vous, en tant que développeur et développeuse, on peut changer la façon dont on soigne. Alors ça, c'est une patiente qui s'appelle Mélanie. Mélanie, elle a 39 ans. Elle est soignée dans un grand hôpital parisien. Elle a, comme vous le voyez sur l'image, un cancer du sein. Elle prend un traitement qui s'appelle de la chimiothérapie, et donc c'est pour ça qu'elle a perdu ses cheveux. Et il y a à peu près un an, c'est un vendredi soir, elle est chez elle, et puis elle a des saignements de nez. Elle ne s'affole pas trop, elle est en cours de traitement, c'est possible finalement d'avoir ce genre de choses. Et puis elle reçoit un appel de l'infirmière qui la suit et du médecin interne à l'hôpital dans lequel elle est suivie. Et on lui demande de venir à l'hôpital en urgence pour faire une prise de sang. Elle est un peu étonnée, elle hésite, et puis elle y va. On fait la prise de sang. En fait, son taux de plaquettes est trop bas. Et donc, si jamais elle s'était cognée pendant le week-end, eh bien, elle aurait eu une hémorragie et elle aurait pu mourir. Donc, elle est tout de suite transfusée. Le cas de Mélanie, il n'est pas isolé, puisque malheureusement, des hommes et des femmes qui sont atteints de cancer, il y en a beaucoup. Alors, j'ai une question pour vous. Qui connaît quelqu'un ou a connu quelqu'un qui a eu un cancer ou qui a en ce moment est traité et soigné de la maladie? Waouh, la vache. Je crois qu'il y a 80% des gens qui ont levé la main ici. Alors, je vais vous apporter une nouvelle qui est un peu lourde, c'est que 40% d'entre nous, ici, fera face un jour au cancer dans sa vie. Alors, c'est énorme. On le dit souvent, le cancer, c'est la maladie du siècle. On le voit, on en parle à la télé, à la radio, en permanence. Vous toutes et tous dans la salle connaissez quelqu'un qui a été touché. Il y a 3 causes à cela. La première, donc, c'est vraiment une explosion du nombre de cas de cancer parce qu'il y a un vieillissement de la population. Bah oui, on allonge la durée de vie et donc parfois il y a plus de cellules dans notre corps qui vont à un moment donné dérailler. La deuxième cause, c'est évidemment une prise en charge et une détection plus automatique, puisqu'avant, parfois, on ne se rendait pas forcément compte qu'un patient ou une patiente, il avait un cancer. Et puis la troisième raison, c'est évidemment l'évolution de notre mode de vie, puisque bien sûr, les addictions, etc., parfois font que... voilà. Et alors le problème, c'est que en 2040, il y aura à peu près 40 millions de nouveaux cas de cancer par an dans le monde, donc c'est énorme. En France, c'est 500 000 nouveaux patientes et patients chaque année. Et alors j'ai une autre question pour vous. Selon vous, l'équipe médicale, les oncologues, les infirmières qui soignent des patientes et patients atteints de cancer, est-ce que vous pensez que leur nombre évolue aussi vite que les cas de cancer? Alors, ma question est un peu triviale, vous allez me dire oui, bon Céline, non, on a compris. Il y a 65 000 oncologues dans le monde. Il y a par exemple 1200 oncologues en France. Donc pour 500 000 nouveaux patients et 5 millions de patients qui vivent avec le cancer, c'est très peu. Du coup, pour prendre une décision de traitement, les professionnels de santé ont très peu de temps devant eux. Donc pendant une réunion qui s'appelle une RCP, une réunion de comité pluridisciplinaire, à votre avis, combien de temps dispose une équipe médicale pour choisir du meilleur traitement qui va sauver nos vies? Eh bien, quelqu'un dans la salle qui va se lancer. Pas mal. Exactement, c'est 2 minutes. Voilà. Donc il n'y a que 2 minutes consacrées pendant cette réunion pour choisir le traitement qui va potentiellement nous sauver la vie. Et il faut choisir le meilleur traitement, puisque le traitement qui va le mieux fonctionner, mais aussi celui qu'on va le mieux supporter et le mieux vivre. Et alors, évidemment, il n'y a pas que les patients et les patientes qui souffrent, puisqu'il y a les professionnels de santé, je vous ai parlé de leur nombre. Ils sont évidemment eux aussi en souffrance. Régulièrement, on voit dans la rue des manifestations de soignants, de soignantes. La société américaine en cancérologie, l'ASCO, a publié une étude sur l'état de la santé mentale des jeunes oncologues. 70% d'entre eux se déclarent en burn-out. Voilà, donc je ne vous apporte pas des très bonnes nouvelles. En commençant ce matin, j'en ai bien conscience. 40% d'entre nous auront à faire face à un cancer, alors potentiellement bénin,
2 minutes seulement pour choisir le meilleur traitement avec des hommes et des femmes en face de nous qui sont en souffrance. Nous sommes donc tous et toutes concernés. La bonne nouvelle que je vous apporte quand même, et il y en a une, c'est que vous tous et toutes qui êtes dans la salle, c'est grâce à vous que cela peut changer. Parce que ce n'est pas les hommes politiques, les femmes politiques, ce n'est pas le gouvernement, ça n'est pas les professionnels de santé, ce sont les développeurs et les développeuses qui, potentiellement, si vous investissez, participez à une aventure digitale dans la santé. Alors, tu en parlais tout à l'heure, moi ce constat, je l'ai fait en mars 2020. J'avais donc revendu ma première entreprise, Litchi, la cagnotte, et puis Mangopay, l'API de paiement. J'étais à la retraite à l'âge de 35 ans, presque 36. Ça me paraissait génial. Et puis, il y a eu le Covid. Et le Covid, évidemment, grand choc pour nous tous et toutes, première vague. Et puis moi, j'étais chez moi, tranquille, retraitée. Je venais d'avoir un bébé, donc ce n'était pas exactement la retraite. Mais enfin, c'était plutôt cool. Et puis, un copain qui est interne, qui était à l'époque interne dans les hôpitaux de Colmar, nous dit « Non, mais ça va être une vague sans précédent, il faut absolument qu'on se mobilise ». Et donc, à 7 entrepreneurs, on s'est dit « Tiens, on pourrait peut-être créer une initiative citoyenne, collecter de l'argent ». C'est pour ça qu'on m'a mis dedans. On s'est dit « Toi, la cagnotte, tu dois connaître ». Et puis, on va acheter du matériel médical et le livrer aux établissements de santé qui en ont besoin. Alors du coup, parce qu'en plus de la cagnotte, j'ai quand même un talent, c'est celui de trouver un nom. Alors je me dis, tiens, on n'a qu'à faire un hashtag sympa, protège ton soignant. Et voilà qu'on démarre donc à peu près autour du 17-18 mars 2020. On crée une cagnotte, Litchi. On crée un formulaire sur Airtable et on demande aux établissements de santé, enfin hôpitaux, cliniques, privés, libéraux, qui ont des besoins de matériel, de le saisir dans un Airtable. La magie d'Airtable, c'est qu'on peut faire quelques lignes de code et donc on a pu comprendre et anticiper les besoins et les attentes en termes de matériel par région en France. Et on utilise WhatsApp pour communiquer. C'est un mouvement absolument sans précédent qui arrive parce qu'on se retrouve avec 200 bénévoles, uniquement organisés avec des groupes WhatsApp. On collecte 7,4 millions et on a 400 établissements qui font des demandes sur Airtable qu'on est en capacité de répondre. Et donc pendant 5 mois, on a des camions qui tournent partout en France, 5 entrepôts, et on a la capacité évidemment de sauver des milliers de vies. Et ça franchement, on ne s'y attendait pas le dimanche où on a démarré cette aventure. Merci. Et alors évidemment, ce qui est dingue avec cette histoire de protège ton soignant, c'est qu'il n'y a jamais eu de structure juridique, ça a toujours été une cagnotte. J'ai jamais rencontré la plupart des 200 bénévoles et finalement, on a utilisé 3 outils extrêmement basiques, la cagnotte Litchi, un questionnaire sur Airtable, un formulaire sur Airtable, et puis WhatsApp. Donc vous imaginez qu'avec des outils digitaux aussi basiques, si on peut autant avoir un impact sur la vie des uns et des autres, évidemment, j'avais envie de continuer. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, allez, terminado, la retraite, avec mon acolyte Jonathan Benamou, avec qui j'avais réalisé notamment Protège ton soignant, qui est entrepreneur comme moi. On s'est dit, tiens, associons-nous à un grand hôpital et pourquoi pas l'hôpital Gustave Roussy, qui est le 3e centre de recherche mondial en cancérologie, pour créer Résilience. Et donc en février 2021, nous avons créé Résilience. Et il y a Nicolas qui est juste là dans la salle, qui est notre co-founder et CTO également. Et en fait, l'ambition de Résilience, elle est assez simple. On en a parlé rapidement tout à l'heure, avant que je démarre. C'est une solution de télésurveillance médicale. Donc la télésurveillance, c'est quoi ? En fait, c'est tout simple. Vous voyez Mélanie, vous vous souvenez de la patiente dont je vous ai parlé tout à l'heure ? En fait, Mélanie, elle utilise Résilience. Et donc tous les jours ou toutes les semaines, elle remplit un questionnaire sur l'application qui permet de remonter à son équipe de soins les différents effets secondaires, son état vital, son poids, sa température. Et donc les algos de Résilience vont trier et grader les différents symptômes de Mélanie. Et c'est comme ça que le saignement donné dans le contexte dans lequel elle était, avec le traitement qu'elle avait et la pathologie qu'elle avait, a donné une alerte à son équipe de soins de façon à dire « Attendez, là il y a un problème, il faut la réhospitaliser ».
Alors, on a créé donc Résilience, je le disais, il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a plus de 3000 patients, hommes et femmes, comme Mélanie, qui sont suivis par la télésurveillance et pour qui on essaye d'apporter en fait une meilleure qualité de vie puisqu'ils sont chez eux. Et on a un suivi digital qui permet que quand il y a un problème, ils se sentent mieux liés à leur équipe de soins et on donne l'alerte. Résilience, c'est une entreprise de 100 personnes, mais vous imaginez que cette problématique que je soulève et cette façon de soigner et suivre des patients, elle est vraie pour toutes les maladies chroniques et pas seulement le cancer. Elle est également vraie pour les maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, diabète, santé mentale. Donc il y a des milliers de possibilités encore et de choses à inventer. Voilà, je voudrais, si vous n'êtes pas encore ultra convaincus, vous, hommes et femmes qui êtes dans la salle, à venir dans l'univers de la Health Tech, vous partagez 3 autres, on va dire, convictions, ou en tout cas possibilités de changer le système de santé. Alors l'ambition, c'est évidemment d'avoir, comme le fait Résilience, une médecine personnalisée, c'est-à-dire, et c'est ça qui est génial avec le digital, c'est qu'il rend le soin plus humain et donc plus personnalisé. Et sur les 3, on va dire, grands piliers de la santé, c'est évidemment la prise en charge, la détection plus précoce d'une maladie, parce que si on détecte plus tôt un cancer, on a plus de chances de survie, et l'amélioration des traitements. Alors la prise en charge, d'après vous, combien il y a de rendez-vous médicaux qui sont faits en France chaque année? « 1,5 milliard. Et donc, selon vous, combien d'entre eux sont efficaces? Ouais. Alors j'entends tout le monde rigoler. Eh bien, il y en a un tiers, donc à peu près 300 millions, qui pourraient être évités, un tiers qui pourraient être optimisés et un tiers qui sont à peu près efficaces. Donc ça veut dire que si on était en capacité, et c'est par exemple des startups comme Doctolib qui font du triage, qui vont gérer l'agenda, la prise en charge, ou typiquement un chat qui pourrait permettre de faire de ce qu'on appelle du pré-filtre infirmier, bien comprendre les besoins et les problématiques, on soulagerait énormément le système de santé, nos soignants, pour qu'ils puissent se concentrer sur le bon patient au bon moment. Alors j'ai un autre exemple qui est lié à la détection des maladies. Alors je vais vous replomber un peu, mais avec des bonnes nouvelles aussi. Le cancer du poumon, c'est une maladie qui est extrêmement néfaste, puisqu'elle tue à peu près 1,4 million de personnes dans le monde. Et le problème de cette maladie, c'est qu'en fait, on la détecte assez tardivement parce que les poumons, c'est une zone qui est très peu nervée, ce qui fait qu'on ne ressent pas la douleur s'il y a une tumeur. Et donc, malheureusement, c'est souvent des cancers qui sont pris en charge assez tardivement. Ce qui fait que du coup, il y a environ seulement 13% aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont en vie 5 ans après la détection d'un cancer du poumon. Alors ça, c'est, on va dire, l'état actuel de la santé. Mais grâce à des hommes et des femmes comme vous, eh bien, il a été publié il y a à peu près 4 ou 5 semaines dans le MIT, enfin une équipe du MIT a publié dans le Journal of Clinical of Oncology un papier sur une intelligence artificielle qu'ils ont créée qui permettrait de détecter 7 ans avant l'apparition du cancer, donc c'est les images que je vous montre, une tumeur potentielle. Ça se fait en fait de façon assez simple, c'est la prise d'une image assez simplifiée au niveau des poumons. Et puis ensuite, grâce à l'IA, on est en capacité d'identifier un potentiel risque de tumeur. Du coup, en fait, c'est un examen qui est assez peu invasif, assez peu coûteux et qui pourrait sauver des millions de vies. Donc c'est pas extraordinaire ça quand même. Voilà. Et mon 3e exemple, il est à propos de l'amélioration des traitements. Les traitements en cancérologie, ce sont des traitements lourds, compliqués, et aujourd'hui, les autorisations de mise sur le marché, elles sont faites par des organismes, par exemple l'ANSM en France, la FDA aux États-Unis, mais seulement aujourd'hui, on sait que seulement un tiers des médicaments qui sont mis sur le marché, ils sont ce qu'on appelle mieux-disants, donc meilleurs en réalité que les autres. Et on a du mal encore, dans la situation actuelle, à savoir si un médicament fonctionne mieux et a de meilleures chances de survie pour le patient. Il y a une start-up qui s'appelle Topazium, qui est une start-up espagnole,
qui a fait en fait cet exercice que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont pris sur le bras de contrôle d'un essai clinique les patients. Alors le bras de contrôle, c'est quoi? Quand on fait un essai clinique, on fait ce qu'on appelle une étude randomisée pour les essais cliniques, on va dire avec une grande valeur scientifique. Et donc le bras de contrôle, c'est ce qu'on appelle, vous savez, le fameux effet placebo. On va donner un médicament qui n'en est pas un au patient, et puis on va donner le médicament qu'on veut tester à l'autre groupe de patients. Et après quelques mois ou quelques semaines, on va comparer s'il y a un effet sur la survie, notamment des patients. Et donc là, c'est un essai clinique pour des patients et patientes atteints de cancer colorectal. Et donc, on a donné une combinaison de traitements. Et puis, c'est donc ce que vous voyez à gauche. On s'est rendu compte que le médicament, il donnait une meilleure survie potentielle pour ces patients. Donc, certes, pendant quelques mois, hein, puisque c'est... si je ne dis pas des bêtises, des mois, effectivement. Donc, certes, c'était plus toxique pour le patient, mais ça permettait potentiellement de prolonger un peu sa durée de vie. Donc, on se disait, OK, la qualité de vie au moment où le patient prend le traitement, elle n'est pas terrible, le traitement, il est lourd, mais il y a une meilleure chance de survie. Donc, il y a une autorisation de mise sur le marché de ce médicament. Et la start-up dont je vous parle, Topazium, elle a pris le bras de contrôle et puis elle a essayé de retrier les patients au sein du bras de contrôle. Et c'est ce qu'on voit donc dans le rétro-analysis. Ils ont utilisé du deep learning, il me semble des algos de clustering, pour essayer de répartir en fait le bras de contrôle en essayant de comprendre comment étaient les patients au sein de ce bras de contrôle. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux groupes en réalité. Il y avait un groupe pour qui le médicament n'était pas du tout... ils avaient la même survie avec ou sans le médicament. Donc en réalité, si on avait recruté plus de patients dans ce sous-groupe-là, le médicament et l'essai auraient été négatifs. Donc il n'aurait pas été mis sur le marché. Et ça, en fait, c'est peut-être le truc le plus important qu'il faut que vous reteniez de ma présentation. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on soigne les femmes et les hommes en donnant un médicament, une chimiothérapie. On se dit, tiens, cancer du sein, Xéloda. Voilà. Et en fait, ce travail-là, il montre qu'il faudrait donner un médicament en fonction d'un type de caractéristiques de patient. Et c'est ça que vous tous et nous tous, on sera en capacité de faire, parce qu'en fait, c'est facile, en fonction de caractérisation du patient, de dire le meilleur médicament pour lui, ça n'est pas le médicament type, en fait, c'est en fonction de sa caractéristique. Donc la médecine de demain, la médecine personnalisée, ce sera un médicament pour un patient et pas un médicament pour des millions de patients. Voilà, j'espère... Alors, il n'y a pas, vous voyez, que les informaticiens et informaticiennes qui font des blagues de geeks, les médecins aussi. J'espère que ces quelques exemples de ma vie personnelle et professionnelle, et puis surtout du monde académique, vous a inspiré et a ouvert la porte dans votre esprit. Qu'est-ce que vous feriez, vous, demain, pour changer le monde? Merci. Merci beaucoup, Céline. Est-ce que vous allez rester après un peu dans la journée? Oui, donc Céline sera par ici pour pouvoir échanger avec elle. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions-réponses, malheureusement. Et on va enchaîner tout de suite avec notre prochain intervenant, Philippe Buix, que j'invite sur scène. Donc, Philippe Buix, qui est aujourd'hui finalement accompagné de Nicolas Demeyer, qui n'était pas dans le programme. Bonjour. Parce que, si j'ai bien compris, Nicolas va essayer de challenger Philippe. Philippe, vous êtes du coup dirigeant aujourd'hui de l'entreprise groupe. AREP. On dit AREP ou AREP? AREP, ok, parce que parfois je me fais... parfois il faut faire d'une manière ou d'une autre, je ne sais jamais. On m'a parlé du MIT. Oui, c'est ça, j'avais fait Meet une fois et ça a fait bien rire les gens. Et donc, mais avant ça, vous étiez aussi souvent ingénieur conseil ou dirigeant sur différentes entreprises dans l'industrie, notamment le transport et la construction.
Et puis, Philippe, vous avez aussi écrit des ouvrages autour de low-tech et des énergies non renouvelables. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de résoudre la question, est-ce que la tech, on a vu avec Céline que la tech peut vraiment aider à notre santé et à la vie, mais est-ce que la tech peut aider à la planète, véritablement? Voilà. C'est ça, voilà. Donc, un grand applaudissement pour Philippe Buix et à Nicolas aussi. Nicolas, tu fais mon IA, hein, c'est ça du coup? C'est ça. C'est ça, super. Je fais un Bon, bonjour à KTA toutes et à GPT. tous. Bonjour à tous. Oui, moi aujourd'hui, je suis pas. Non, c'est pas nous. C'est pas grave, nous, on n'a pas de slide, hein, donc on est. Low tech, pas de slide. Donc aujourd'hui, si je suis sur scène, ce n'est pas pour représenter ni mon entreprise ni un projet qu'on aurait pu y faire, mais plutôt pour relever le challenge, d'essayer de représenter une partie d'entre vous, j'espère. Et peut-être que dans la salle, comme moi, il y en a pas mal d'entre vous qui ont été abonnés à des magazines scientifiques comme Science et Vie Junior ou autres dès leur plus jeune âge, ou qui sont passionnés d'astronomie, d'astrophysique, de physique, d'informatique, ça je l'imagine bien. Et certainement dans votre vie, vous avez été troublé à des moments par des annonces, comme l'arrivée des voitures autonomes enfin sur les routes, ou typiquement le Fermi paradoxe et le fait qu'on est statistiquement a priori pas seul dans l'univers, l'échelle de Kardashev et les civilisations de type 1, 2, 3, le fait qu'on sera capable de maîtriser toute l'énergie de notre planète, voire du système solaire, voire de la galaxie, ou peut-être un peu plus proche de nous, la singularité, l'intelligence artificielle. Donc moi j'étais vraiment passionné par tous ces sujets. Et puis un beau jour, j'ai pris un gros pavé dans la tête. Et ce pavé, c'est un livre pourtant très bien écrit et très digeste, écrit par Philippe Buix ici. C'est L'âge des low-tech. Et après ce bouquin, je me suis retrouvé avec vraiment deux visions du futur dans ma tête qui étaient diamétralement opposées. Et j'ai pas envie de dire laquelle je préférais ou laquelle serait la plus probable. Ce qui est fou, c'est qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et je me dis que vraiment, notre civilisation est à la croisée des chemins, et il y en a un qui va plein nord et l'autre qui va plein sud. Et j'arrive pas à voir ça dans ma tête. Je me dis, est-ce qu'on va mettre nos cerveaux dans le cloud, ou est-ce que le prochain président sera KTA GPT, ou de l'autre côté, est-ce qu'on va devoir réinventer des machines et, comme John Muir il y a bien longtemps, faire des horloges à base de matériaux renouvelables comme le bois? En fait, j'en sais rien. Mais donc du coup, le but du jeu, si on est à Devoxx, c'est vraiment pour essayer de suivre tous ces projets technologiques fulgurants qui arrivent et qui nous passionnent. Et puis toi, Philippe, tu viens nous parler de l'âge des low-tech. Pourquoi ? Ouais, c'est un peu bizarre, alors je m'excuse par avance, mais en fait, moi, je ne suis pas technophobe, je ne suis pas un ingénieur défroqué. En fait, moi, j'ai aussi fait des études, on peut dire scientifiques, et j'ai eu les mêmes lectures de jeunesse que toi, un peu décalées. Mais effectivement, je suis tombé dans la table de Mendeleïev, hein, donc vous voyez ce que c'est, hein, tous ces éléments métalliques dont on se sert, qui sont à la base de notre civilisation. En fait, voilà, tout ce qu'on fait, tout ce qui nous entoure, eh bien, on le fait à partir d'un stock immense, très important, qui a été concentré par Gaïa, la planète vivante. Alors vivante d'abord au sens du volcanisme, de la formation des montagnes, de la tectonique des plaques, qui a concentré comme ça des métaux à certains endroits. Parfois, c'est l'action des bactéries qui a concentré les choses. Parfois, c'est l'érosion sur des dizaines de millions d'années, des centaines de millions d'années. Et en fait, maintenant, on a ce stock à disposition. On va le chercher à des endroits qui sont plus concentrés que d'autres, qu'on appelle des mines, du coup. Et puis, on va extraire toute une série de choses qu'on va ensuite incorporer dans tous nos outils. Et en fait, bon, le problème par rapport à la promesse finalement de l'abondance, de la civilisation, on va faire que des énergies renouvelables, on va faire de l'hydrogène, on va avoir effectivement des robots esclaves, des voitures autonomes, et puis ChatGPT qui fera les devoirs de troisième à notre place. Bon, et en fait, le problème de ça, c'est que effectivement, il faut extraire
de plus en plus de ressources. En fait, la numérisation du monde, la technologisation du monde, l'enrichissement technologique de tout ce qui nous entoure, hein, les objets connectés, etc. Le fait de passer aux énergies renouvelables aussi, le fait de passer aux voitures électriques qui réclament, vous savez, de plus en plus de métaux un peu bizarres dans les batteries, eh bien, ça va nous faire extraire de plus en plus de ressources à un rythme accéléré, à un rythme de croissance. Dans les 20 à 30 prochaines années, à cause finalement de la logique de l'exponentielle, des croissances exponentielles, eh bien, on va extraire de la croûte terrestre plus pour chacun des métaux que pendant toute l'histoire de l'humanité. D'accord ? Depuis qu'on est rentré dans l'âge du cuivre d'abord et puis du bronze, il y a à peu près, on va dire, 6000 ans, enfin, ça dépend un peu des endroits. Alors on peut se dire, c'est pas très grave, on va extraire tout ça, mais l'avantage des métaux, vous voyez, par rapport au plastique, c'est qu'on peut les recycler. On peut les recycler à l'infini. Un câble de cuivre, eh bien, effectivement, on peut refaire un câble de cuivre. Mais en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Notre monde ne marche pas du tout comme ça. Dans un téléphone, par exemple, il y a 2 à 3 euros de matière première, seulement. Alors le reste, c'est pas juste de la marge, hein. Il y a beaucoup des gens qui développent des trucs et tout ça, il y a des usines et tout, hein. 2 à 3 euros de matière première pour 40 métaux qui sont dedans, parfois en quantité quelques milligrammes, voire moins. Eh bien, avec 2 ou 3 euros, vous n'avez pas le temps de mettre quelqu'un avec un petit tournevis et une pince à épiler pour bien tout enlever. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va séparer la batterie, la carte électronique, l'écran, et on va broyer tout ça. Et on va faire de la pyrométallurgie, de l'hydrométallurgie. Je vous passe le détail. Et à la fin, on va récupérer seulement une petite partie des métaux et seulement les plus précieux, souvent l'or, le platine, des choses comme ça. Et tout le reste va partir finalement en déchets industriels. Donc en fait, on est dans un monde, alors il y a plein d'autres choses en fait, hein. Il y a des usages dispersifs, tout ce qui fait les couleurs autour de nous, dans les peintures, les moquettes, les vêtements, etc. Ce sont des métaux qu'on ne va pas savoir recycler. Et donc en fait, on est dans une espèce de gigantesque machine anthropique où on extrait de plus en plus vite des choses qui sont du stock et qui va être de moins en moins disponibles dans le futur. Mais pourquoi pas aller chercher dans les astéroïdes ? J'ai entendu que c'était une source inépuisable de matériaux. Alors les astéroïdes, d'abord c'est un peu loin. On va d'abord aller à des endroits beaucoup plus près, malheureusement, hein. On va aller d'abord peut-être dans les océans, hein. Vous avez peut-être entendu parler qu'on va peut-être avoir des nodules polymétalliques, des encroûtements cobaltifères, des sulfures hydrothermaux, plein de trucs bizarres qui sont à quelques milliers de mètres de profondeur. Très mauvaise nouvelle d'ailleurs pour les dauphins, les baleines et tout ça, hein, parce que c'est l'acoustique, vous savez, le bruit qui serait généré par ces mines. C'est un peu comme si quelqu'un s'installait dans votre appartement avec un marteau-piqueur 24h/24. Ça va pas être cool. Donc si on avait mis des slides, on aurait pu mettre un dauphin qui essayait de se boucher les oreilles, mais il n'y arrive pas, il a une nageoire trop courte. Et non mais bon voilà, donc ça va être très dur pour eux. On peut aller dans l'Antarctique aussi. L'Antarctique, c'est protégé jusqu'en 2048, mais après, qui sait, qu'est-ce qui va se passer, on n'en sait rien. L'Antarctique, à une époque, ça a été Gondwana, c'était accroché à l'Australie, c'était accroché à l'Amérique du Sud. Il y a plein de trucs en Amérique du Sud, il y a plein de trucs en Australie. Donc, il y a plein de trucs sous quelques kilomètres de glace en Antarctique. Donc, on va d'abord aller à ces endroits-là. Mais même si on allait dans les astéroïdes, il y a un moment où la croissance, ça ne marche plus. 2% de croissance par an d'augmentation d'énergie. Ça veut dire que dans 1500 ans, il nous faudra, 1500 ans seulement, c'est pas très loin, il nous faudra l'énergie de l'étoile solaire. Donc c'est la civilisation de type 2. On est déjà, 1500 ans. Et 3000 ans, c'est l'énergie de la galaxie. C'est-à-dire qu'il faudra être capable de conquérir la galaxie, faire des sphères de Dyson. Je suis sûr que vous connaissez tout ça, les trucs qu'on met autour des étoiles dans les livres de science-fiction pour récupérer toute l'énergie. Et on va devoir faire ça plus vite que la vitesse de la lumière, puisque évidemment la galaxie fait plus que 1500 années-lumière. Donc voilà, donc ça va être très compliqué. Et pour les astéroïdes, c'est pareil en fait. Si on continue avec les taux de croissance sur le cuivre, sur le cobalt, sur le nickel, tout ce qu'on veut, il y a beau avoir une ceinture d'astéroïdes et tout, en quelques siècles, on sèche de toute manière l'intégralité des ressources du système solaire. Donc ça ne va pas fonctionner. Wow. Et si on redescend un peu plus proche de nous, c'est quoi l'impact des développeurs de notre industrie ? Alors, le système digital, c'est assez difficile. En fait, on peut partir que sur des estimations en fait, de l'impact environnemental du système digital. Alors, il y a la partie énergétique d'abord, qui est la plus simple, la plus visible. C'est à la fois l'énergie que consomment les terminaux, à la fois pour la fabrication et l'utilisation, l'énergie des réseaux d'accès radio, des routeurs, etc., des câbles transocéaniques, etc. Et puis, on a l'énergie des centres de données, des data centers, sur lesquels on se concentre en général. Tout ça, c'est des estimations, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir si vous avez rechargé votre téléphone hier soir ou demain. Et puis, en plus, même, il y a des questions de la consommation électrique, par exemple. Eh bien, vous savez qu'ensuite, ça va devenir de la chaleur. Hein, votre téléphone, il va chauffer quelque part, ou votre ordinateur, il va chauffer.
Ceux qui font du gaming, je pense, le savent bien. Hein. Et donc, est-ce que vous êtes en train de, finalement, dans votre appartement, avec un chauffage régulé, et votre ordinateur va chauffer l'appartement? Donc finalement, est-ce qu'il faut mettre l'électricité sur le coût du chauffage ou sur le coût du digital? Et puis à l'inverse, si vous êtes dans une voiture de TGV au mois d'août, avec tout le monde qui est sur la 4G ou le Wi-Fi en train de regarder des vidéos, et qu'il faut en plus climatiser pour compenser finalement la chaleur de vos ordinateurs, est-ce que la climatisation du TGV, il ne faudrait pas la mettre sur le digital plutôt que sur le TGV? Voilà. Donc ces questions se posent là. Mais on va dire en gros, grosso modo, aujourd'hui, c'est à peu près 10% de l'électricité mondiale, le digital, quand on ajoute tout. Ça veut dire que les émissions de CO2 digital, c'est plus que le transport aérien, de l'ordre d'1 milliard de tonnes. Et ça croît plus vite que le transport aérien ne croissait avant 2019. Donc c'est massif. Et puis on a toute la partie de l'extraction des ressources, dont je vous parlais tout à l'heure, qui finissent en déchets électroniques, souvent pas très bien gérés. Hein. Quand ça part dans la poignée d'usines mondiales qui savent les gérer, c'est pas mal. C'est ce que je décrivais tout à l'heure. On arrive, voilà, on récupère pas tout, mais par contre, on va gérer les déchets. Mais la plupart partent dans des pays un peu, on va dire, avec des normes environnementales et sociales plus basses, l'Afrique de l'Ouest, Ghana, Nigeria, Pakistan, Chine, etc., où c'est pas très jojo. Vous pourrez aller voir sur Internet. Et dans toutes les entreprises, enfin en tout cas dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de startups, j'entends beaucoup parler de Green IT en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super, hein, le Green IT, moi j'adore, hein, comme tout le monde. Hein, donc c'est voilà. Sauf que les progrès sont phénoménaux. Parce que c'est aussi intéressant d'un point de vue économique potentiellement. Donc par exemple les data centers, qui aujourd'hui le PUE, hein, le Power Usage Effectiveness, donc le rapport entre les kilowattheures qu'on injecte dans les serveurs et les kilowattheures qu'on injectait pour refroidir le data center et maintenir une certaine température de fonctionnement. Aujourd'hui, on a des trucs avec les hyperscales, on atteint peut-être 1,05, voire moins, alors qu'on était peut-être à 2. Hein, donc il y avait 1 kWh pour refroidir et 1 kWh dans le serveur il y a peut-être 15 ans. On a amélioré les architectures, on refroidit le truc non plus à l'air mais à l'eau. Les ordinateurs consomment beaucoup moins. Les réseaux, c'est incroyable. Réseau 5G par octet transporté, c'est incroyablement efficace. C'est peut-être 100 fois plus efficace, 1000 fois plus efficace que la 4G. Donc c'est vraiment génial. Le progrès est super. Sauf que tout ça est balayé littéralement par l'effet rebond. L'effet rebond, c'est le fait que chaque geste unitaire est plus efficace, consomme moins de ressources, consomme moins d'énergie. Comme les machines à vapeur au 19e siècle consommaient de moins en moins de charbon pour produire la même quantité de travail mécanique, aujourd'hui, on a la même chose. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, c'est moins cher. Si c'est moins cher, on va en consommer plus. Donc chaque geste unitaire consomme moins, par contre on va en consommer de plus en plus. Et c'est ce qui se passe avec les données. On produit de plus en plus de données, on produit, on transporte, on stocke de plus en plus de données. Aujourd'hui on doit être, alors je ne sais pas trop, quelques dizaines de zeta-octets, je crois, 10 puissance 21, donc ça fait quelques milliers de gigaoctets par habitant de la Terre. Et tout ça, ça continue, ça augmente très très vite. Et donc globalement, si les data centers consomment moins par octet stocké, transporté, calculé, il y a quand même de plus en plus de data centers qu'on continue à installer et la facture environnementale globale augmente. Donc même si on arrive à s'améliorer, à faire de mieux en mieux, l'effet rebond est toujours là. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Tu m'as zappé une question là, non? Alors c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dire que peut-être, alors c'est là qu'il y a la question des low-tech. Alors low-tech, c'est pas le retour à l'âge de pierre, c'est pas le retour à je sais pas quoi, à la bougie, à l'âge des cavernes, on lit plein de trucs. C'est l'idée de se dire que est-ce qu'on arrive à avoir une démarche d'innovation qui soit technique, technologique, mais peut-être aussi d'innovation sociale, d'innovation organisationnelle, d'innovation culturelle. Quand il fait froid, quand on chauffe plus qu'à 19 degrés, qu'on ne se plaint pas, c'est quelque part une innovation culturelle. Hein. Et voilà, on ne l'aurait pas imaginé peut-être il y a 5 ans. Est-ce qu'on peut mettre tout ça au service effectivement de la réduction réelle de l'impact environnemental de nos vies? Alors moi je vois 3 choses. La première, c'est la sobriété. D'abord, on réduit à la source. De quoi on a vraiment besoin? Alors, ce n'est pas forcément la sobriété juste là, comme il fait froid et tout, on se caille, parce que ça, c'est un peu la sobriété austérité. Elle est efficace, mais ce n'est pas que ça. C'est une sobriété bien plus systémique, bien plus profonde. Qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple? Les voitures. Des voitures qui font 2 tonnes et qui vont avoir 1000 km d'autonomie demain. La quantité de batterie,
c'est 10 ou 15 fois plus que ce qu'on aurait dans une voiturette de 700 kg qui aurait 250 km d'autonomie, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut faire des voitures plus petites? Parce que là aussi, il y a effet rebond. Les motorisations sont de plus en plus efficaces, mais elles consomment toujours autant, les voitures, parce qu'elles sont plus lourdes, plus puissantes, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir un seul réseau d'accès 5G ou 4G? Plutôt 5G. Moi, j'habite chez moi, je n'ai pas 4 tuyaux d'eau, 4 câbles électriques, 4 tuyaux de gaz qui rentrent chez moi. Il n'y en a qu'un seul, c'est un réseau, il est mutualisé. On organise la concurrence autour d'autres choses. On pourrait avoir un unique réseau d'accès ou d'avoir 4 réseaux 2G, 3G, 4G, 5G. Voilà, donc ça, c'est des choses. Alors, c'est finalement compliqué à faire, mais ça permettrait de réduire sans aucun impact sur finalement notre vie, de réduire la facture électrique des réseaux d'accès par 2. Voilà, on peut imaginer plein de choses comme ça. Le retour de la consigne, voilà, nettoyer les bouteilles au lieu de les casser, au lieu de les jeter. Voilà, il y a plein de choses à faire. Le deuxième étape, c'est de se dire qu'on doit entrer dans un âge de la maintenance. En fait, on a un stock disponible incroyable, et ce stock, il faut le faire durer. On n'est pas plus heureux parce qu'on change d'aspirateur tous les 5 ans, parce qu'on ne peut pas le faire réparer. Enfin, peut-être ça vous rend plus heureux, je ne sais pas, parce que vous êtes passé au robot aspirateur et qu'en plus vous avez codé, je ne sais pas, mais moi ça ne me rend pas plus heureux en tout cas. Alors après, j'ai évidemment pris un aspirateur, je n'ai pas pris un téléphone. Si j'avais pris un téléphone, peut-être ça vous rend plus heureux de le changer tous les 2 ans quand même, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, une fois qu'on a construit quelque chose, on a extrait du stock, on a pris des choses qui avaient été concentrées par la planète et ça va finir en déchets. Et donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ce truc dure le plus longtemps possible. Et c'est vrai pour des bâtiments. Il n'y a pas que les objets qui sont victimes d'obsolescence. Il y a aussi l'obsolescence des lieux, l'obsolescence des centres commerciaux, l'obsolescence des bureaux, on refait des choses, etc. Comment est-ce qu'on peut optimiser ça? Et voilà, rentrer dans un monde de la réparation, de la modularité, de la réparabilité des pièces détachées, et qu'on ne soit plus à faire des échanges standards de grandes cartes électroniques, parce que ça prend moins de temps finalement d'aller la commander sur Alibaba, etc. Et puis le dernier point, c'est faire preuve de techno-discernement. La technologie, ça peut être très utile. On a vu un exemple tout à l'heure, pourquoi pas, dans le médical. Ok, super, hein, moi j'adore mon dentiste. J'adore quand je vais à l'hôpital me faire opérer de l'œil. Je préfère avoir un truc avec un petit robot qui aide. Je n'ai pas de souci avec ça. Par contre, il y a plein d'endroits où la technologie ne sert à rien, objectivement. Sauf peut-être à nous occuper, tous, hein, dans la logique de l'innovation, etc. Mais, par exemple, je ne sais pas, l'école numérique, la numérisation de l'école, mais je n'ai pas encore compris à quoi ça servait. On n'apprend pas mieux à lire ou à écrire des enfants avec des tablettes ou avec des ordinateurs. Donc, réfléchir à cette question-là. Il y a d'autres... Voilà, la question de jusqu'où on remplace les êtres humains par des machines ou par des objets qui, eux, vont être consommateurs, finalement, de manière inéluctable de ressources. Voilà. C'est vrai que ce matin, au petit déjeuner de l'hôtel, il y avait un robot comme ça qui se baladait et qui était là pour ramasser des tasses. Ça ne servait absolument à rien, mais c'était rigolo. Très bien. Et du coup, ce qui est très intéressant dans ton bouquin, après, c'est OK, mais comment on le met en place? Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est vraiment ce côté de... En fait, c'est très compliqué de nous changer tous nos habitudes, etc. Comment rentrer dans les foyers de tout le monde et arriver à changer les habitudes? Il y en a pas mal qui abandonnent tellement la tâche paraît grande. Et en fait, dans ton livre, j'ai lu quelque chose où vraiment, en fait, c'est que quelques multinationales qui mettent tous ces produits-là dans nos magasins et que de toute façon, le consommateur s'adapte à ce qu'il trouve dans les rayons. Donc en fait, il suffirait d'avoir cet effet de levier, de s'attaquer à ces quelques multinationales, leur interdire en tout cas de faire preuve de technodiscernement, et déjà, on pourrait changer les habitudes de tout le monde. Est-ce que tu as d'autres moyens? Oui, alors en fait, ça rejoint la question de dire finalement comment on change ça, comment on transforme ça, parce qu'évidemment tout ça vient toucher des modèles économiques profonds. Est-ce que c'est la décroissance? Est-ce que c'est la décroissance technique? Est-ce que c'est possible d'ailleurs de garder les IRM dans les hôpitaux sans avoir des centaines de millions de smartphones vomis chaque année? À quel prix on sortirait les composants électroniques, par exemple? Parce que tout ça, c'est mutualisé par rapport à des grands volumes, des grandes
grandes usines, etc. Donc moi je ne crois pas effectivement à la solution par l'éco-consommateur formidable qui, par ses gestes, ferait que ça développerait tel ou tel produit plus durable que d'autres. Évidemment, ça peut être intéressant, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour transformer. Et il y a beaucoup de légendes dans le monde économique. Une des premières légendes, on a vu tout à l'heure, c'était le fait qu'on allait pouvoir faire de la croissance économique à l'infini. Enfin, voilà, pour des siècles et des siècles. En fait, ça ne marche pas. Mais on en a une autre qui est effectivement que le client est roi, quoi, quelque part. C'est par le client qu'on tire finalement l'économie. En fait, non. Ça a été montré au début des années 60 par quelqu'un qui s'appelle John Kenneth Galbraith, qui était un économiste célèbre aux États-Unis. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le Nouvel État industriel, qui n'a pas pris une ride et qui en fait raconte que non, en fait, les enjeux financiers sont tels pour développer, je sais pas, un nouveau modèle de voiture ou pour, je sais pas, ou un ordinateur aujourd'hui, bien qu'en fait, vous ne pouvez pas vous permettre que ça ne se vende pas. Donc en fait, on vit dans une économie poussée en réalité par les entreprises qui ont besoin, qui vont se débrouiller pour finalement faire le marketing qui va bien, etc. Et vous obliger quelque part à acheter. Et donc finalement, c'est effectivement plutôt, me semble-t-il, par ce côté de l'offre, quelque part, que par le côté de la demande qu'il faut transformer les choses. Alors comment on peut faire ? En fait, si ce n'est pas le citoyen, si ce n'est pas les entreprises, j'aime bien les entreprises, je travaille en entreprise aussi, mais alors, puis, qu'est-ce qu'on appelle une entreprise entre la multinationale et puis le plombier qui a 10 personnes, c'est pas tout à fait le même objet. Mais les entreprises, ce sont des organisations qui sont là pour optimiser sous contrainte, quoi, on va dire. Elles peuvent essayer d'avoir une mission pour recruter les jeunes talents, les retenir, etc. Mais à la fin, voilà, il y a des règles du jeu, il y a des clients, enfin des fournisseurs et puis des employés. On essaye de gérer tout ça. Donc pour moi, c'est les règles du jeu qui doivent bouger. Et donc c'est forcément de l'action politique. Alors il y a un levier réglementaire, ça peut fâcher un petit peu, mais voilà, c'est de dire, il y a des trucs qu'on peut les autoriser, d'autres les interdire, voilà, je ne sais pas. Donc là, vous pouvez réfléchir. Alors ça, on va dire c'est très liberticide. Ouais, c'est liberticide, bien sûr, c'est cool, des liberticides. Depuis le XVIIIe siècle, on sait que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et que, oui, on vit déjà dans une société liberticide. Moi, je n'ai pas le droit de circuler en char d'assaut dans Paris. C'est interdit, ça abîme les pavés, tout ça. Je n'ai pas autorisation. Pourtant, j'ai les moyens de me payer un char d'assaut. D'occasion, bien sûr, un AMX-30 de l'armée française, ils sont mis au rebut. J'ai pas le droit. Mais c'est hyper liberticide, c'est une atteinte à ma liberté de me déplacer comme je veux, non ? Donc en fait, on peut tout à fait réfléchir à faire évoluer nos normes là-dessus. Et alors évidemment, si vous dites j'interdis les data centers en France, vous n'allez rien régler parce qu'évidemment, ils vont partir dans d'autres pays. Donc évidemment, il faut manier ce levier réglementaire avec subtilité. Autre levier, c'est la fiscalité. Tout à l'heure, on disait pourquoi est-ce qu'on ne répare pas les aspirateurs ? Parce que si vous allez chez votre dealer d'aspirateurs avec vos aspirateurs en panne, on va vous dire quoi ? Mon bon monsieur, ma bonne dame, mais rien que de l'ouvrir et de vous faire le devis, ça va vous coûter le prix du neuf et en plus, je ne vous garantirai pas la réparation. Pourquoi est-ce que le fait juste d'ouvrir et d'avoir quelqu'un qui bosse, ça va coûter le prix du neuf ? Parce que on a mis l'intégralité de la fiscalité, de notre protection sociale, les retraites, etc., protection chômage, assurance maladie, on l'a mis sur le travail humain et pas sur les ressources et pas sur l'énergie. Donc à chaque fois qu'on peut remplacer du travail humain, et c'est vrai pour vous aussi avec ChatGPT, etc., chaque fois qu'on peut remplacer du travail humain et le remplacer par de l'énergie et des ressources, on le fait. Parce que l'énergie et les ressources ne valent rien. Donc il faut quelque part basculer probablement, ou progressivement, je ne sais pas comment, c'est pas à moi de faire tourner les logiciels de macroéconomie de Bercy, mais basculer d'une fiscalité sur le travail humain pour alléger le prix du travail humain et le repasser sur les ressources et sur l'énergie. Voilà. Et puis il y a d'autres possibilités qui sont des questions de subventions, qui sont des questions de prescription, les achats publics. Voilà, on peut imaginer d'avoir plein de choses. Demain, d'avoir, je ne sais pas, en de tirer des filières par le fait de mettre des choses dans les cahiers des charges des achats publics. Voilà. Donc toute une série d'actions imaginables. Technodiscernement, taxer plutôt les ressources et l'énergie versus le travail humain. Plein d'idées. Et donc, du coup, pour finir sur une petite note optimiste, on va y arriver ou... J'en sais rien. Non, parce que, en fait, la note optimiste, c'est de dire qu'en fait, on a tous les moyens techniques, organisationnels, humains, financiers pour changer. Le problème, c'est comment on change. Mais on a les moyens. Et d'un point de vue même purement technique, en fait, on en a sous le pied, le gâchis est hallucinant.
pour reprendre la question de l'impact environnemental du numérique, du système numérique globalement, si on empilait tous les leviers que j'ai un peu mentionnés tout à l'heure, c'est de changer moins souvent les ordinateurs, les smartphones, de plus les réparer, de réfléchir à nos usages de la vidéo, au format des vidéos, évidemment. Enfin, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi maintenant les formats des vidéos dépassent en nombre de pixels, en nombre de couleurs, en nombre d'images par seconde, les capacités de l'œil et du cerveau humain. Donc, je piche pas à quoi ça sert, à moins que vous regardiez tous vos trucs sur des écrans de la taille derrière. Mais donc voilà, on pourrait réfléchir à ça. Les usages de mobilité, qu'est-ce qui doit être les datas qu'on échange en mobilité, les datas qu'on échange, qu'on pourrait câbler en fait. Voilà, il y a une époque, on se branchait, on se câblait chez soi ou au bureau. L'éco-conception des logiciels, l'éco-conception des pages web, voilà, avoir un réseau mutualisé d'accès, etc. Si on empilait tout ça, on pourrait réduire par un facteur 100, et je suis vraiment tranquille en disant 100, l'impact environnemental du numérique dont on parlait tout à l'heure. C'est en fait techniquement hyper simple. Le problème, c'est que économiquement, ça heurte des modèles, évidemment, et puis qu'il y a des habitudes et qu'il y a des questions presque de dilemme du prisonnier. C'est le premier qui bouge dans une logique compétitive. Ben, évidemment, il faudrait que tout le secteur bouge en même temps ou pas. Donc voilà, l'optimisme, c'est ça, c'est qu'en fait, d'un point de vue technique, c'est hyper facile, en fait. Voilà. Et la question, c'est juste comment est-ce qu'on arrive à embarquer ça dans une logique économique, sociale, philosophique et culturelle. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci. Merci Philippe, merci Nicolas pour l'accompagnement. Nicolas, Benoît, Charlotte, Eric, tous ceux qui gèrent les keynotes, parce qu'effectivement, elles ne se font pas toutes seules. Inviter ces personnes prestigieuses. Donc, merci à toute l'équipe de keynote. Oui. Et merci aussi à toi particulièrement, Arnaud, qui organise l'équipe CFP et que tu passes un temps monstrueux à organiser le programme, à affecter les salles. Et du coup, j'ai une question. C'est quoi les definition of done du programme de Devoxx? Très compliqué parce qu'on pourrait dire fin janvier, quand on a fait notre sélection, les 25 personnes, on est d'accord, on a fait les notes, on a choisi. Après, je me dirais que c'est surtout satisfaisant quand c'est en ligne, qu'on a une belle publication. Puis surtout, je crois que ça va être demain soir. On va dire quand demain soir, ça va être fini et qu'on va avoir des retours qu'on espère positifs. Et ça, c'est vraiment le meilleur definition of done. Oui, donc on voit bien que le definition of done, c'est pas universel. Pour moi, ça aurait été ce matin et en fait pas du tout, ou hier. Et justement, on va adresser ce problème, ou adresser une réponse d'une definition of done sur la notion évolutive d'une startup avec Sophie Cahen qui est avec nous, qu'on fait monter sur scène. Merci. Et donc, Sophie, merci d'être là. Bonjour Devoxx. Sophie, vous avez cofondé Ganymede Robotics, c'est ça, en 2018. Et vous avez levé 36 millions l'année dernière. C'est ça. Rien que ça. Et vous développez donc de logiciels de visualisation par ordinateur et technologie robotique pour viser aider les gestes de la chirurgie des poses de prothèses. Bravo. Notamment, exactement, j'y reviendrai. Notamment les genoux. Entre autres. Donc vos robots s'occupent pas des assiettes, mais de la pose. C'est ça. Voilà, ce qui fait que les patients ont une meilleure vie à la fin grâce à une pose améliorée de leur prothèse, n'est-ce pas? Exactement. On fera écho à quelques-unes des talks précédentes. Oui. Oui. Et à part ça, avant, vous aviez aussi co-inventé 3 brevets. Dans le cadre de la boîte. Oui. Et vous êtes aussi, depuis l'année dernière, chevalier national de l'Ordre du Mérite. Pas chevalière, parce que ça, apparemment, c'est un anneau. Ça, c'est mais chevalier. Oui, c'est chevalier. Voilà. Donc, félicitations déjà pour tout ça. Merci beaucoup, merci. Et merci. La scène est à vous. Merci beaucoup. Excusez-moi, hop, j'ai chopé un truc à l'œil. Ravi d'être ici. Merci beaucoup Devoxx de m'accueillir et très enchanté d'avoir une salle aussi comble.
Je vais vous parler effectivement d'une aventure entrepreneuriale, celle de l'entreprise que j'ai créée et qui s'appelle Ganymede Robotics. Oui, il me manque le bip. Voilà. Excusez-moi. Bon, je pleure, mais ça n'est ni de l'émotion ni de la tristesse. J'ai un truc dans l'œil. Faites comme si vous ne voyez rien, s'il vous plaît. Heureusement que je connais mes slides. Voilà, donc je vais vous parler d'une aventure entrepreneuriale qui est celle de Ganymede que j'ai créée. Bon, quand même, c'est compliqué là. Et effectivement, on est passé d'un projet extrêmement deep tech, de quasiment pure recherche, avec des gens qui avaient des doctorats en vision par ordinateur, en robotique, etc., à un projet qui maintenant est en train de transformer une technologie en un produit qui n'est pas un simple produit, qui est un dispositif médical. Donc il doit répondre à un certain nombre de normes, de réglementations. Et au-delà de la norme, la réglementation, il y a un impératif moral et éthique de ne pas blesser les gens qu'on va soigner avec notre robot. Et donc tout ça, ça impose une évolution très nette des modes de fonctionnement, à la fois individuels et collectifs, pour arriver à sortir du code de qualité. Et pourquoi est-ce que je suis ici à Devox aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, on parle de robot chirurgical. La société s'appelle Ganymede Robotics. Mais en fait, le code, c'est 70% de nos activités. Si on compte le logiciel embarqué, la vision par ordinateur, le code robot, la robotique, tout ce qui est cinématique, etc., au final, c'est 70% des gens qui codent chez nous, en tout cas dans l'équipe R&D. Je n'en fais pas partie. Voilà. Mais personne n'est parfait. Donc moi je m'appelle Sophie Cahen, je suis cofondatrice et CEO de Ganymede Robotics. Je suis ingénieur de formation, mais comme je viens de le dire, pas logiciel, plutôt ingénieur process, même si aujourd'hui je lève des fonds et je fais des keynotes. Donc j'ai un peu changé de métier. Ganymede Robotics, c'est une entreprise qui a 4 ans et demi, presque 5 aujourd'hui. On fait de la robotique pour la chirurgie. Et pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit avant, le logiciel, la technologie a énormément apporté au monde de la santé. On s'inscrit dans ce qu'on considère comme étant la deuxième génération, enfin la deuxième révolution des technologies médicales. La première révolution des technologies médicales, c'était d'inventer des traitements qui n'existaient pas. Des pacemakers, par exemple. Avant le pacemaker, des gens meurent. Après le pacemaker, des gens vivent. C'est cool. La deuxième révolution des technologies médicales, c'est de faire en sorte qu'on puisse en démocratiser l'accès. C'est ce que disait la première speaker, Céline, c'est qu'il y a un énorme enjeu d'accès aux soins avec une montée très forte de la demande et puis un nombre de praticiens formés qui reste constant. Donc nous, on s'inscrit là-dedans avec un robot chirurgical qui a vocation à être beaucoup plus petit, maniable, abordable et intuitif d'utilisation que tout ce qui a pu le précéder, et évidemment que la technique manuelle conventionnelle. Orthopédie, pose de prothèse, ça parle peut-être pas à tout le monde. L'orthopédie, c'est la chirurgie des tissus rigides, donc tout ce qui est en gros du crâne aux orteils, en passant par hanches, genoux, etc. On travaille, nous, sur les membres inférieurs, donc en commençant par le genou. Et on a développé 2 briques technologiques uniques et brevetées. La première, c'est une sorte de GPS des os au bloc opératoire qui permet de savoir exactement comment sont... Alors, quand je fais ce geste, il faut comprendre c'est fémur tibia, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Donc, savoir exactement comment sont positionnés les os dans l'espace de la scène chirurgicale pour que les chirurgiens coupent au bon endroit, ne débordent pas. Enfin, je pense que je ne vous fais pas de dessin, vous voyez pourquoi c'est important. Donc ça, c'est de la vision par ordinateur qu'on a non seulement développée en interne, mais aussi validée sur 100 patients dans le cadre d'un essai clinique qui a eu lieu à Lyon en France et qui est de la pure traitement de données, fusion de données. Et la deuxième brique, sur laquelle on avait un énorme doute, on a développé un robot from scratch avec notamment des freins électromagnétiques pilotés en position. Et ça, pareil, ça n'avait pas été fait, en tout cas jamais dans notre domaine à notre connaissance. On est face à des géants américains, évidemment. Donc, le challenger, c'est nous. Je dis souvent à l'équipe, il va y avoir du sang sur les murs et ce ne sera pas le nôtre, parce qu'on arrive avec une technologie qui est complètement disruptive et qui a vraiment et l'ambition et la capacité de devenir une technologie mainstream au bloc opératoire. Voilà sur Ganymede. On fait tout ça grâce à une super équipe, dont d'ailleurs certaines sont dans la salle aujourd'hui, si jamais vous avez des questions après. Je dis ça parce qu'on recrute, je le répéterai après. Super équipe qui a beaucoup évolué. J'ai monté la boîte au début, j'étais seule avec des chirurgiens évidemment qui ont apporté leurs idées, l'accès au bloc, etc. Aujourd'hui, on est une quarantaine.
On a levé effectivement à peu près 40 millions d'euros en quelques années. Et tout ça grâce à une équipe quand même un peu de tête brûlée au début, puisqu'il fallait construire de zéro un robot chirurgical. On peut difficilement imaginer un projet plus complexe, plus transverse, plus challengeant, à la fois bourré de contraintes et d'inconnus que de faire ce travail-là. Et pourtant, en 4 ans, on est passé d'une page blanche complètement sur un paperboard chez un de nos chirurgiens, un robot qui, il y a quelques semaines, a remporté un succès énorme lors d'un congrès à Las Vegas. Ce n'était pas le CES, c'est l'AOS, c'est le American Academy of Orthopedic Surgeons. Voilà, on a amené un prototype là et les chirurgiens étaient emballés. Donc de 0 à 4 ans, sortir un proto qui emballe les chires, c'est pas mal. Et c'est grâce à cette équipe-là, c'est pour ça que je les montre. Voilà. Merci. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, sinon il n'y a pas de keynote, c'est pas évident. Pourquoi ? Parce qu'on commence en faisant du code, typiquement sur la vision par ordinateur, sur le contrôle des freins, donc ces trucs-là qui étaient des énormes sources d'interrogation au début. Je ne parle même pas du hardware avec SolidWorks et compagnie. On commence par une phase de faisabilité technologique, pure et dure. C'est-à-dire, est-ce que notre truc a une chance de marcher ? Donc là, on ne va pas s'embarrasser d'un tas de contraintes, de bonnes pratiques. On fait du quick and dirty et c'est ça qu'il faut faire. Ce serait absurde de faire des procédures à l'infini alors que le truc n'est pas certain de marcher. Mais ça veut dire qu'on a un code legacy de recherche au début qu'il faut transformer en produit, et aussi qu'on a des gens qui ont l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, qui ont l'habitude de tester de manière itérative, ultra rapide dans leur coin, sans forcément communiquer avec ni d'autres développeurs, ni d'autres personnes de l'entreprise, des algos sous une certaine forme. Et ensuite, on passe à un développement produit, et là, évidemment, tout change. Et donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comment on négocie ce passage-là, du labo à la salle d'op, pour une équipe. Donc, c'est un sujet assez people. Comment on gère ça ? C'est plus les mêmes personnes, mais on veut garder les personnes qui ont l'expertise du début, qui nous aident à développer le produit, sachant qu'on rajoute des compétences quasiment toutes les semaines, la qualité, le réglementaire. Il y a 2 ans, on a eu une chance infinie, notre lead dev DevOps, Gofi, qui a ensuite recruté son équipe à lui. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour apporter de nouvelles méthodes de travail à tout le monde sans les dégoûter ? Voilà. Donc ça, c'est pas forcément évident. Ça nécessite de trouver un équilibre entre le quick and dirty, qui est nécessaire au début, qui est vertueux par certaines manières, et qui est, j'avoue, mon gros penchant naturel, et une forme de perfectionnisme, d'envie de bien faire les choses, de les faire selon un certain process qui correspond à la fois à la norme de produire un code de qualité, mais en plus norme du dispositif médical. Et je pense que ça, quelque chose qui nous a aidés, c'est de réfléchir de manière construite et pensée à la notion de polarité. C'est-à-dire le quick and dirty versus le propre, construit, processé. Ce n'est pas 2 visions du monde qui s'affrontent. Ce n'est pas 2 équipes, l'équipe de recherche et l'équipe dev qui s'affrontent. C'est une polarité. On met un curseur quelque part. Et il y a un moment dans la vie de l'entreprise où le curseur il doit être là. C'est une question de survie. Et puis, à un moment, le curseur, il doit être là, c'est une question de survie. Et à partir du moment où on l'explique aux gens, où ils sont engagés, ils ont envie que ça fonctionne, expliquer ça sous cette forme-là, ça a réussi, en tout cas dans une très grande mesure et pour le moment, à nous faire basculer, à nous aider à prendre ce fameux virage dont on parle souvent. Ouais, on fait des visuels, on est très très fiers. On a un designer, mais c'est pas lui qui a fait les slides. Voilà. Enfin, vous me pardonnerez, je pense que vous comprendrez le message quand même. Il a fallu prendre ce virage. Alors là, dans la slide, on est un peu avant. Dans la vraie vie, je pense qu'on est en plein dedans. Et pour vous donner une échelle de temps, donc, en gros, on a commencé à avoir nos premiers brevets, les premiers prix, récompenses qu'on a remportés, etc. en 2019. Il y a exactement 4 ans. Aujourd'hui, on est en 2023. On a commencé ce virage vers 2021, donc il y a 2 ans. On a fait 2 ans de pur faisa, en gros. On s'est rassuré sur le fait que ouais, c'est un peu fou, mais ça marche. Et là, on a commencé très doucement à mettre en place des nouvelles méthodes de travail.
Ces nouvelles méthodes de travail, elles sont, c'est pas vous que je vais les apprendre, c'est plutôt moi qui ai appris quelque chose. Elles sont d'ordre individuel, et donc ça passe par de la formation, de la communication, mais beaucoup de soft leadership aussi, c'est-à-dire que nous, la personne qui est arrivée pour transmettre ce savoir-là aux équipes, transmettre le savoir de comment est-ce qu'on fait du code propre, comment est-ce qu'on fait du code propre en dispositif médical, c'est-à-dire qu'il y a une chance un jour d'arriver sur le marché, parce que sinon on peut faire mumus dans un bac à sable ad vitam, quoi. C'est transmettre ces connaissances-là de manière à ce qu'elles soient reçues, mais pas seulement avec professionnalisme par des gens qui veulent bien faire le travail, mais avec reconnaissance par des gens qui ont envie d'apprendre, qui savent que si on veut amener le projet jusqu'au bout, si on veut amener le produit jusqu'au patient, y a pas mal de choses à faire. Et donc ça passe par des formations internes, la mise en place de bonnes pratiques, mais aussi beaucoup d'envie d'embarquer, etc. Et ça, je pense, peut-être souvent, c'est un rôle dont on ne parle pas suffisamment pour les développeurs. En tout cas, le lead software chez nous, c'est quelqu'un qui a dû embarquer une partie de l'équipe dans une nouvelle démarche, l'expliquer. Donc il y a une part de leadership, d'influence, de capacité à embarquer, dont on ne parle pas souvent, mais qui chez nous a été déterminante. Pour arriver à prendre ce virage. On peut en reparler, il y a des gens de son équipe dans la salle, je l'ai déjà dit. Voilà, donc ça c'est à l'échelle individuelle. Les équipes de développement, vision par ordinateur, etc. Tout d'un coup on met en place des nouvelles pratiques, des nouveaux outils. Mais il y a aussi évidemment à l'échelle collective. Nous on est soumis à la norme 62304. Il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Et en fait, pour ceux qui travaillent dans des entreprises peut-être moins réglementées, moins régulées, en fait, ce qui se passait chez nous au début, c'était qu'on faisait que le 5.5, quoi. Unit Implementation, Verification, chacun dans son coin, et puis hop, le bout de code marche, etc. C'est cool. Aujourd'hui, nous, si on veut arriver jusqu'au marché, on est obligé de mettre en place tout un process beaucoup plus structuré qui répond à la dite norme, qui parle des besoins clients, les customer needs qui sont documentés, jusqu'à la vérification qui sont bien satisfaits, en passant par tout un tas d'étapes qui incluent l'analyse de risque du soft, le plan de développement, l'analyse des requirements, l'architecture, etc. Et ça de manière continue et structurée à travers toutes les activités des gens qui développent. Voilà, donc c'est work in progress. Hein. Je ne dis pas qu'on y est encore complètement, mais enfin ça se passe quand même extrêmement bien jusqu'à présent. Ça implique aussi de nouveaux outils, et alors j'y reviendrai après, un nouveau vocabulaire qui est parfois pas complètement transparent pour l'intégralité de l'équipe, surtout ceux qui ne codent pas, il y en a quand même quelques-uns. On est passé un peu, alors je caricature hein, les silex, les arcs et les flèches, mais quand même des outils ultra basiques à une suite très structurée. Je ne suis pas en mesure d'expliquer à quoi servent ces outils, mais vous le savez beaucoup mieux que moi, même si j'ai eu un petit crash course avant la keynote. D'ailleurs, j'ai vu le panneau Jenkins, pardon, comment ça se dit, le kakemono dans la conférence. Voilà. Donc vous êtes plus renseigné que moi. Enfin voilà, ça implique de mettre en place énormément d'outils. Et ce qu'il faut garder en tête dans la vie d'une entreprise, donc on est passé de 1 à 40 personnes là, en quelques années, c'est que ce changement d'outils, il se fait en parallèle du changement d'échelle de l'entreprise. Donc il se fait en parallèle des formations cybersécu, il se fait en parallèle des formations management pour ceux qui deviennent lead d'équipe, il se fait en parallèle des formations Teams, Jira et compagnie, il se fait en parallèle d'un déménagement parce qu'on n'a plus de place, il se fait en parallèle de la mise en place des entretiens annuels, il se met en parallèle de tout ce qui est construction d'une entreprise. Donc c'est un boulot énorme pour lequel il faut une quantité d'énergie dans la boîte qui est assez délirante. Voilà, mais on est en train de très bien avancer. Et un exemple de ça que je trouve marrant, c'est que c'est un message qui a été posté sur Slack. On voit le vocabulaire de l'équipe et les habitudes même de langage en train d'évoluer, puisque ça, je pense pas que c'est un message qui aura été facilement compris par l'intégralité de l'équipe il y a quelques années. Pourtant aujourd'hui, tout le monde a bien retiré son manteau. Voilà. Donc le shift culturel est en train de prendre.
Dernier point, voilà, focus on the goal, not the obstacles. On a un but très clair dans l'équipe et je pense que c'est ça qui rend possible le niveau de motivation, d'engagement exceptionnel qu'on voit de la part de tout le monde chez Ganymede. On sait qu'on construit un robot qui permettra de mieux soigner les gens. Mieux, pourquoi? Parce que de manière plus précise, de manière moins invasive, de manière aussi beaucoup moins opérateur dépendant. Céline parlait de cancer tout à l'heure. La chirurgie aujourd'hui, c'est extrêmement opérateur dépendant. Donc un bon chirurgien, un mauvais chirurgien, dans un bon jour, dans un moins bon jour. Voilà, ça donne pas le même résultat. Ça se joue aussi beaucoup aux heures de vol, à l'expérience. Et donc l'objectif pour nous, de goal ici, c'est que tout le monde puisse avoir accès à des soins de qualité, en chirurgie orthopédique pour commencer. Mais l'objectif est d'aller plus loin. Pour donner quelques chiffres, hein, je rappelle un peu l'ambition de ce qu'on est en train de faire. Sur 6 milliards d'humains, je pense qu'on est peut-être un peu plus maintenant, il y en a à peu près 5 milliards qui n'ont aucun accès à la chirurgie. Aucun. Donc je ne vais pas vous demander de lever la main si vous avez des actes chirurgicaux, je pense que c'est à peu près tout le monde dans la salle. Si je demande de lever la main ceux qui ont connu quelqu'un qui est passé par la chirurgie, bon, là c'est évidemment tout le monde. Donc si vous imaginez des mondes entiers dans lesquels personne n'a accès à la chirurgie, la qualité de vie, l'espérance de vie en bonne santé, etc., n'est évidemment pas la même. C'est ça l'objectif, c'est pour ça qu'on passe par des phases plus ou moins sympas, plus ou moins rébarbatives, type 62-304, mais en sachant où on va, ça nous permet de surmonter les obstacles. Merci à tous, ce sera ma conclusion. Je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas peur de la répétition. Notre équipe développement logiciel recrute. Voilà, je suis en orange, c'est pas pour rien. Vous me repérez dans les... Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour ces keynotes de ce matin. Comme vous avez remarqué, nous sommes un peu en retard, mais nous allons reprendre à l'heure, donc à 10h45 dans toutes les salles pour les conférences. On se retrouve dans quelques minutes. Merci, bonne journée. Bonne journée. Allez, qu'il nous laisse, qu'il nous enlève le...